Passons maintenant à la deuxième enzyme qui est la lactate déshydrogénase, ou appelée également la LDH. La LDH, qu'est-ce qu'elle fait? Donc, c'est une enzyme du métabolisme cellulaire qui transforme, qui participe à la fermentation lactique et participe à la transformation du pyruvate en lactate ou bien du lactate en pyruvate. Donc, c'est une réaction réversible. C'est une enzyme ubiquitaire, elle est cytoplasmique et elle est surtout peu spécifique parce qu'elle est libérée par plusieurs organes, donc surtout le cœur, le foie, le muscle, le rein, globules rouges, vous avez les leucocytes également. Pour le prélèvement, donc le prélèvement se fait sur tube sec. Il faut éviter l'hémolyse parce que l'hémolyse, il faut noter que pour l'hémolyse, la LDH érythrocytaire est beaucoup plus active que la LDH sérique. Pour la méthode de dosage, l'enzyme qui est la LDH sera mise en présence de son substrat. Donc on a deux types de réactions. Donc il y a la technique PL et il y a la technique LP. La technique PL où l'enzyme est en présence de son substrat qui est le pyruvate avec transformation de ce dernier en lactate et on aura une oxydation du coenzyme réduit. Donc on va suivre dans ce cas-là la vitesse de disparition du coenzyme réduit. Par contre, la deuxième réaction, on va mettre l'enzyme qui est la LDH en présence de son substrat qui est le lactate. Elle va transformer le lactate en pyruvate avec réduction cette fois-ci du coenzyme NAD en NADH+, et donc on va suivre la vitesse d'apparition du coenzyme réduit. Les valeurs usuelles varient selon la méthode utilisée. Donc, vous avez les normes en inférieur à 240 unités internationales ou bien entre 240 et 480 unités internationales par litre. La LDH, comme il s'agit d'une enzyme ubiquitaire, elle était utilisée l'autre fois comme un marqueur cardiaque avec la TGO. Elle augmente aussi dans les affections musculaires, dans 80% des hépatites et même les autres pathologies hépatiques. Et donc également dans certains tumeurs, il faut toujours avoir recours aux isoenzymes pour être sûr de l'origine de la pathologie. Pour l'anémie pernicieuse, elle présente des valeurs extrêmement élevées de la LDH qui peuvent atteindre jusqu'à 10 000 unités internationales par litre. Elle augmente également dans les anémies hémolytiques, mais à des taux, c'est-à-dire plus faibles par rapport à l'anémie pernicieuse et même dans les leucémies et les lymphomes où le taux peut dépasser largement 10 000 unités internationales par litre. Les isoenzymes de la LDH, donc pour les isoenzymes de la LDH, on a 5 isoenzymes. Il faut noter que la LDH est une enzyme tétramérique formée de 4 sous-unités avec deux types de sous-unités. Vous avez la sous-unité M pour musculaire et la sous-unité H pour cardiaque. Donc la LDH1, elle est formée de 4 sous-unités H. Et par contre, la LDH5, elle est formée de 4 sous-unités M. Et donc là, à droite, vous trouvez les principales localisations tissulaires de chaque isoenzyme. Ces variétés peuvent être séparées par électrophorèse de sérum sur acétate de cellules. Alors sur cette diapo, vous trouvez le profil électrophorétique des différentes isoenzymes. Et dans la diapo suivante, vous allez retrouver les proportions des différentes enzymes par rapport à la LDH totale. L'intérêt des isoenzymes en pathologie, dans l'IDM, la LDH1 peut s'élever jusqu'à être supérieure à la LDH2 et elle augmente dans 80% des cas. Dans l'hépatite virale, la LDH5 elle augmente très fortement et peut alors représenter jusqu'à 50% de la LDH totale. Et dans les autres affections, donc vous avez par exemple les affections hématologiques, l'anémie de Birmer ou hémolytique qui provoquent une élévation de la LDH1 et de la LDH2 et dans les néoplasies telles que les leucémies, les lymphomes, on observe alors une élévation de la LDH2, 3, 4. Il faut noter aussi que la LDH1, elle est présente surtout dans le cœur, elle est dite ou appelée également comme hydroxybutyrate déshydrogénase ou alpha-HBDH. Justement, cette enzyme, on peut la doser également, c'est-à-dire en plus de la LDH totale, on peut doser la LDH1. Le dosage s'effectue en présence de son substrat spécifique qui est le alpha-hydroxybutyrate. Et donc là, qu'est-ce qu'elle fait? Elle va
va transformer ce substrat en alpha-cétobutyrate avec réduction du coenzyme NAD en NADHH+. Et donc, c'est une réaction cinétique. Les valeurs normales de la LDH1 varient entre 80 et 220 unités internationales par litre. Passons maintenant à l'amylase. L'amylase, donc c'est quoi son principal rôle? C'est d'hydrolyser l'amidon du contenu intestinal en dextrine, puis en maltose, en bien sûr hydrolysant les liaisons aux édits. Pour la localisation, l'amylase a deux isoenzymes, l'une pancréatique qui représente 60% de l'amylase totale et vous avez une autre salivaire qui représente 40% de l'enzyme totale. Pour la méthode de dosage, pour l'amylase, c'est un paramètre qui peut être dosé au niveau sérique mais également au niveau urinaire. L'amylase sera mise en présence de son substrat qui est le maltotétraose qui va l'hydrolyser en 2 maltoses. Ensuite, sous l'action d'une hydrolase, donc d'autres enzymes auxiliaires, vous avez l'hydrolase qui va hydrolyser le maltose en présence du phosphate en glucose et en glucose 1-phosphate. Le glucose 1-phosphate sous l'action d'une phosphoglucomutase va le transformer en glucose 6-phosphate et à la fin vous avez une glucose 6-phosphate déshydrogénase qui va transformer le glucose 6-phosphate en 6-phosphogluconate avec libération du coenzyme réduit qui est le NADHH+. Pour l'amylasémie, ça varie entre 28 et 100 unités internationales par litre. Pour l'amylasurie, ça doit être inférieur à 460 unités internationales par litre. Les variations pathologiques, on note une augmentation de l'amylasémie dans les affections suivantes, dans les pancréatites aiguës hémorragiques, où le taux, c'est-à-dire 30 à 40 fois la normale avec une hyperamylasurie. Dans les pancréatites chroniques et cancers du pancréas, donc de la tête du pancréas, l'augmentation n'est pas aussi importante. Par contre, dans les parotidites virales, elle augmente aussi, mais c'est surtout l'amylase salivaire. Et donc là, c'est dans le cas des oreilles. L'amylase, elle n'est pas trop spécifique du pancréas parce qu'il y a d'autres infections qui peuvent entraîner une augmentation de l'amylasémie. Vous avez les macroamylases, qu'on va détailler dans la diapo suivante. Vous avez les ulcères gastro-intestinaux. Vous avez les occlusions intestinales et les lithiases biliaires. Concernant les macroamylases, la macroamylase, c'est une macroenzyme qui consiste principalement en une amylase salivaire liée à des globulines de type IgA ou IgG et les molécules ainsi formées sont trop volumineuses pour être filtrées par le glomérule du néphron. Les sujets donc ont un taux élevé d'amylase sérique dans le sang mais un faible taux d'amylase urinaire. Alors, bien que certaines maladies soient fréquemment associées aux macroenzymes, donc vous avez certaines maladies auto-immunes et les cancers, mais généralement la présence du macroenzyme doit être considérée comme un phénomène bénin. Passons maintenant à la deuxième enzyme pancréatique, c'est la lipase, qui agit en présence d'un cofacteur d'origine parotidique, c'est la colipase. Cette lipase, qu'est-ce qu'elle fait? Elle dégrade les triglycérides du contenu intestinal en diglycérides, puis en monoglycérides, dont une partie sera transformée en glycérol et en acide gras. Concernant la méthode de dosage, la détermination de l'activité lipasique elle se fait par turbidimétrie. La lipase sera mise en présence de ces triglycérides, de ces substrats qui sont les triglycérides. Les triglycérides sont en solution en réalité constituent un milieu trouble. Ensuite, la lipase elle va hydrolyser les triglycérides en glycérol et acide gras avec mono et diglycérides qui sont solubles en solution. Et donc, on va suivre la cinétique de disparition du trouble produit par les triglycérides. Ceci se fait à 400 nanométres. Les valeurs usuelles, ça varie entre 13 et 60 unités internationales. Les variations pathologiques, la lipase, elle augmente surtout dans les pancréatites aiguës, mais aussi dans les pancréatites chroniques, les cancers de la tête du pancréas et aussi dans certains atteintes.